pourquoi les Cherokees, les Creeks, les Séminoles. Et alors là, au niveau des lacs, donc il y a les Appalaches, donc les chaînes de montagne, et puis là vous avez le Mississippi. Et après on ira voir les Indiens des plaines, là, de l'autre côté, entre les deux. Mais ici, ce sont les premiers qui vont avoir contact avec les Blancs. Et ils vont soit tenir avec, comme nous, Français, Anglais, on va se bagarrer un petit peu, soit qu'ils tiennent avec les Français, soit qu'ils tiennent avec les Anglais. C'est le plus souvent avec les Anglais. Et après, quand tu auras les Anglais contre les Américains, eh ben, ils vont se faire complètement ratiboiser par les Américains. Alors, donc, ici au niveau géographique, on a toujours une forêt primitive de la côte est depuis l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Comme ça, alors, on a une première époque très très ancienne. Les Amérindiens du Nord du Mexique et les Européens dont les maladies ravagent les Indiens du littoral. Puis, on descend pendant l'époque qu'on appelle sylvicole, c'est-à-dire un miaulement plaintif. Qu'est-ce que tu fais ici, mon pouce? Pain, sapin, bouleau, chêne, orme et arbre africain, jusqu'à la pointe de la péninsule de la Floride Sud. Depuis les terres bordant le littoral atlantique jusqu'aux prairies occidentales, dessinant un territoire qui englobe les grands lacs et se prolonge jusqu'au golfe du Mexique. Vous demandiez des grands lacs au golfe du Mexique, là. D'accord? Ça, c'est relativement facile. Donc, ceux qui sont sur le littoral vont directement se faire pêcher, si je puis dire, par les occidentaux. Mais celles qui étaient établies plutôt à l'intérieur des terres, elles vont avoir plusieurs générations, si vous voulez, pour s'adapter politiquement et militairement aussi aux nouveaux arrivants européens. Voilà, ici on a un tableau d'un peintre du début du XXe siècle, avec un Français avec son costume sophistiqué, et les Indiens qui ont toujours que leur pagne, une plume éventuellement ici pour les pagayeurs. Alors les Iroquois ici portent des mocassins à large revers, des jambières cuissardes qui vont jusqu'en haut des cuisses, qui sont nouées avec une jarretière évidemment, aux genoux, en dessous des genoux là, et puis là au-dessus. Alors il y a un pagne de fourrure noire, un manteau rouge confectionné en laine d'importation, un tomahawk et des bracelets, une médaille de la paix en métal, son rôle dans le commerce des fourrures, signale son rôle dans le commerce des fourrures. La médaille de la paix, c'est évidemment une médaille distribuée par les Américains. Remarquez au passage qu'ils sont vachement bien tatoués partout. Voilà, ce sont des Cherokees, ceux-ci de la rivière Savannah. Ils sont allés visiter Londres, vous connaissez le profil du petit anglais là derrière. Et ils portent ici un espèce de gorgerin d'argent qui est un présent des Anglais. Ils portent ici une tunique et des manteaux brodés, des gants tissés, comme ça, des mocassins et des jambières en cuir. Ça, voilà, une sorte de style hybride entre ce qu'ils avaient avant et ce que les Européens leur ont donné. Quoi. Aussi théâtral que peu crédible. D'un intérêt ethnographique plus grand sont en revanche des tatouages faciaux dont la représentation correspond à l'un des tout premiers témoignages de l'ornementation corporelle nord-américaine. La gravure s'inspire d'un mezzo tinto de l'anglais John Simon, lui-même influencé par un tableau antérieur de John Forrest. Voilà, encore un Indien avec ses jambières, avec la jarretelle ici, vous le voyez. Le collier, le fameux collier avec les médailles. Alors, il porte une espèce de crête. On va en voir d'autres. Qu'ils fabriquent à part et qu'ils installent sur leurs cheveux.
Ça, ce sont les fameuses jambières en peau de daim. Et vous remarquez qu'ici, ils ont décoré de rubans, d'appliques, qui datent des années 1830. Voilà les jarretières ici, sont avec des perles. C'est perlé. Alors ça, c'est une petite cape en plume, probablement imitée des petites capelines qu'avaient les Anglais. Mais sauf qu'ici, évidemment, elle est toute cousue de petites plumes. Ici, regardez, j'en ai une, vous le voyez ici, la petite capeline en plume. Copiée sur ces capelines-là. Vous voyez ça? Elle est jolie, sa capeline. Il y a des échanges. Oui, oui, bien sûr. Voilà, ici donc de nouveau des mocassins ornés de perles. Encore des perles. Alors les séminoles, donc c'est un peu plus au sud. Regardez là, il a carrément des jambières avec des boutons mettre sur vos yeux. Mon grand-père avait 5 mois, on appelait ça dans le temps. Des trucs comme ça. On ne disait pas jambière, on disait quoi? Je savais pas. Ici, ils disent mocassins des marais. Non, rien que la pièce que tu mets au-dessus de ta chaussure. C'est beau, hein? C'est pas. Ça fait corset comme ça. Voilà la fameuse crinière des Chippewas. Et là, on la connaît quand même. Il y a bien une bande dessinée où on a vu un Indien avec sa crinière, comme ça, non? Donc, ils sont où ceux-là qui ont une crinière comme ça? À l'est. À l'est. Ainsi que leur veste, comment dire, oui, redécorées, qui sont évidemment influencées par les vêtements occidentaux, mais qui sont redécorées à la manière Chippewa. Ça, c'était toute la mode à ce moment-là, d'avoir des vêtements d'importation comme ça. Toujours cette fameuse médaille. Oui, c'est pas le premier, hein. On en a eu un en Afrique aussi. Persuadé que la globalisation était la source du pouvoir des Blancs, Sequoyah est le seul homme connu à avoir inventé, sans l'aide de personne, une langue écrite. Il est ici représenté avec son syllabaire cherokee. Voilà, de nouveau un petit sac, Chippewa. Des ceintures, écharpes, un motif très intéressant. Le tissage dit de l'entrelac oblique. C'est une méthode fort ancienne venue de l'est du continent nord-américain. Au XVIIIe siècle, les Franco-Canadiens et les Indiens métis qui participent au négoce des fourrures portent volontiers des écharpes tissées provenant de l'Assomption au Québec. Le nom est resté de ces étoffes en bourse tête sont aujourd'hui désignés par les spécialistes le nom d'écharpes de l'Assomption. Voilà, donc de nouveau une bandoulière en laine avec des broches iroquoises. Voilà, les perles alternance donc rouge et blanc. C'était fait pour éloigner les ronces et les charbons de la peau. Ce sont des portraits de son fou. Ça, c'était intéressant aussi. Donc, ce que je vous expliquais, les Iroquois vont avoir la mauvaise idée de s'associer aux Anglais. Mais bonne idée parce qu'ils seront en échange fournis en étoffes, en armes, avec une puissante alliance qui va permettre aux Anglais de progresser vers l'ouest. La notion iroquoise prendra parti pour les Britanniques au moment de la guerre d'indépendance. Ce soutien lui voudra être quasi exterminé par les troupes américaines victorieuses. La Confédération parviendra toutefois à se reconstituer au XIXe siècle, mais à l'image des 5 tribus établies au sud, ne conservera qu'une petite partie de ces artefacts et vêtements traditionnels. Alors, dans les Appalaches, on a aussi un peu à l'arrière les 5 nations que l'on a appelées les 5 nations civilisées, tout simplement parce qu'elles se sont plus facilement habituées aux vêtements occidentaux. Donc on a parallèlement à ces Iroquois qui sont plutôt sur la rive, on a là des grandes communautés indiennes qui sont établies dans les Appalaches et qui réussissent à survivre dans ces montagnes. Évidemment, à fur et à mesure que les colons s'emparent des terres, les bonnes relations s'améliorent. Et voilà. Donc, très vite, les Indiens cessent de tailler et de coudre le daim
Ils préfèrent réserver à la vente et adoptent les tenues vestimentaires européennes. Conséquence de cette évolution, très peu de costumes indiens en vigueur avant l'arrivée des Européens ont survécu, à l'exception des mocassins et de quelques jambières. Donc depuis le XVIIe siècle, quasiment, les vêtements là-bas ont disparu traditionnels. Donc il y a un mouvement d'acculturation accéléré par le commerce, notamment des peaux de daim, échangés contre des pistolets, des articles en métal, des animaux domestiques ou des vêtements occidentaux. Plusieurs centaines de Cherokees, cependant, résistent à ce déplacement forcé en usant de moyens politiques ou en se réfugiant dans les montagnes de Caroline du Nord, où leurs descendants, les Cherokees de l'Est, vivent encore aujourd'hui. Je me demande si ce n'est pas eux qui sont en train de lutter contre le passage de Pipeline. Le 26 mai 1830 est voté l'Indian Removal Act qui déporte les Indiens vers des terres situées à l'ouest du Mississippi. Donc, à partir de 1830, tous les contrats qui avaient été faits avec les Indiens vont être dénoncés et on va décider de les déporter tous à l'ouest du Mississippi. Et donc, entre 1831 et 1839, il y a des dizaines de milliers d'Indiens qui vont être chassés brutalement vers l'Oklahoma actuel. Et donc, c'est ce qu'on appelle la piste des larmes, parce qu'ils vont devoir marcher pendant 4000 km. Non, 4000 Cherokees, je ne sais plus combien de kilomètres, mais c'était pas mal. Près de 4000 Cherokees sur les 18 000 que compte le peuple meurent de faim et de maladie. Voilà, 4000 sur 18 000, c'est pas mal. Alors, au sud, on avait les Séminoles, avec les vêtements foncés avec des perles. Hein. Ils essaient de conserver la Floride, mais ils sont déportés vers l'Est. Il y en a qui s'établissent dans les marais, où leurs descendants concluront la paix au XXe siècle avec le gouvernement américain. À mesure que la population anglophone s'accroît le long de la côte atlantique, les tribus du nord-est sont contraintes de fuir au plus grand nombre vers la région des lacs à l'ouest. C'est là que les Chippewas, les Menominee, les Winnebago, les Sauk, les Fox réussiront à maintenir la tradition vestimentaire propre aux forêts de l'Est. Voilà. Encore une ceinture de consolation. Voilà des colliers avec des griffes d'ours. Donc, vous avez dit, les peuples, on les avait envoyés plus à l'intérieur des terres. Il y a ce qu'on appelle la Confédération iroquoise qui comprend toute une série de peuples qui va s'installer le long du peuple Ontario. Donc, je vous avais expliqué que les Iroquois avaient participé à la lutte qui opposait les Français aux Anglais. Alors, au XVIIe siècle, on a des explorateurs et des marchands qui avancent jusque-là, qui vont échanger des perles de verre, des objets de métal, de nouveau, de la laine, tout ça. Alors, chez les Iroquois, ils ont des masques aussi, et notamment des masques de la société du faux visage, donc des sociétés secrètes. Bon, il est assez typique aussi celui-là avec sa grimace. Hein. Ici, je vous montre un exemple d'habitat iroquois. Et vous voyez que ce sont des maisons, on pourrait dire quoi? Groupées. Regardez. Communautaire. 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 Communautaire, oui. Hein? Vous voyez, il y a plusieurs familles qui vivent dans une maison collective. Alors, l'origine, la source, on avait beaucoup ça un peu partout. C'est progressivement qu'on va se séparer. Donc là, on a vraiment des espaces collectifs, on va dire ça comme ça, maison. Système communautaire. Et il y a plusieurs maisons sous un seul toit. Voilà encore un masque iroquois en épis de maïs, feuilles de maïs. Alors, vous voyez, les Séminoles sont typiques aussi parce que les gamines reçoivent des colliers, toute leur vie, les filles reçoivent des colliers, et à la fin, elles ont une sorte de grande coupe, comme ça, vous voyez. Et se sentiraient toutes nues si elles n'avaient pas de leur collier. Hein. Et il y a ces vêtements aussi une esthétique un peu particulière, cette manière d'assembler les couleurs. Hein. Vous voyez ça? C'est spécial, hein? Les Séminoles.
ici on prend la forme occidentale du vêtement, mais avec un matériau local. Et même, comment dire, on garde un certain nombre de traits qui rappellent l'animal. Ça, je vous avais pas dit, par exemple, je ne crois pas, enfin, les Esquimaux, par exemple, les garçons, ils avaient à l'arrière beaucoup plus long. C'est quand ils s'asseyaient pour attendre le phoque, ils étaient protégés. Eh bien, ici, ils vont souvent, le fait de mettre une peau devant, une peau derrière, il y aura les pattes qui vont tomber ou en bas aussi, qui vont rester dans la forme de la robe. Et après, quand ils vont se mettre à faire du tissu, ils vont aussi faire ça. Essayer de conserver un souvenir. Ils avaient peur que c'était une insulte, que les esprits seraient mécontents si on faisait pas ça. Mais ça, c'est la fameuse médaille de la paix avec le président Adams, la poignée de main qui sert l'amitié, le calumet de la paix. Et voilà un manteau en patchwork séminole avec toutes sortes de motifs qui sont obtenus par la juxtaposition d'étoffes multicolores. Avec ici un soufflet, comment on appelle ça. Voilà, de nouveau. Vous voyez, le garçon ici est en train de nettoyer un oiseau, comment est-ce qu'on dit ça? Écorché. La grande chemise séminole. Voilà. On a vu les couac, tout ça. À l'est. Non, à l'ouest. À l'ouest. Maintenant, on a fait l'est. On a vu les Séminoles, les Iroquois, les Cherokee, tout ça. Et puis maintenant, on va aller au centre. Et là, vous voyez, on avait les Rocheuses là-bas, et les Mississippi là-bas. Et bien, on va voir entre les deux, qu'est-ce qu'il y a. Ben, les grandes plaines du Pérou. C'est vraiment l'objet de tous